votre réseau, notre réseau qui est piloté par vous tous aujourd'hui, est important par sa capacité à nouer des partenariats avec les collectivités, les missions locales, mais aussi les CIO, également de la variété du public que vous accueillez et qui le fréquente, et du climat de confiance qu'il a su créer avec les usagers. Je crois que ce que vous faites en termes de numérique, c'est aussi travailler contre la fracture numérique qui peut exister, parce que les personnes qui ne savent pas utiliser ces outils-là aujourd'hui vont se retrouver dans des difficultés professionnelles et de vie sociale très importantes. Et en ça, je crois que vous avez vraiment un rôle fondamental. Je crois que nous devons, et je vous fais confiance, nous mobiliser, nous devons tout faire pour donner à notre jeunesse l'avenir le plus radieux possible. Merci à tous. Merci. Donc d'abord, il y a ce qu'on a appelé les politiques jeunesse et même connaissance du territoire. Dedans, on a mis tout ce qui est travail avec les élus, donc connaissance du territoire, recensement des besoins de la jeunesse et des partenaires, valorisation de la jeunesse au sens vraiment politique du terme. Ensuite, l'utilisation des activités loisirs pour découvrir des métiers. Donc, pareil, on va basé sur des exemples. C'était quoi? C'était un zoo, un parc des oiseaux, voilà, sur lequel il y avait à la fois la visite et à la fois du coup une interview, témoignage de professionnels et de la pratique de son métier. On aide à l'autodocumentation, sur des rencontres avec des professionnels, on peut orienter sur des professionnels de notre propre réseau si une personne a envie de découvrir ton métier. Sur de la préparation du CV, presque tout le monde en fait, je pense, dans le réseau EJ, l'accompagnement CV, la motivation. Les offres d'emploi, on les a à l'affichage normalement aussi dans le mode Fige. Ce qu'on voulait mettre dans l'informateur jeunesse, c'est aussi les compétences de l'informateur jeunesse, et notamment ce qu'on a retrouvé plusieurs fois, c'était sa polyvalence. Je ne sais plus de quelle façon c'était formulé, mais en gros c'était autour de la polyvalence. L'intérêt, c'était de pouvoir partager déjà en termes de pratiques, d'activités dans les différentes structures IJ, parce qu'on ne fait pas tous la même chose. Du coup, ça donne déjà des idées sur ce qu'on pourrait mettre en place. Voir comment ils ont pu faire, après au moins on identifie les personnes qui ont mis en place telle action et on sait qu'on peut les recontacter facilement. C'est ça aussi la force du réseau.
On fait chaque année un guide étudiant qui répertorie un peu tout ce qu'il y a sur la ville, tous les services qu'il y a sur la ville et qui traite entre autres de la santé, donc avec sa référence l'ensemble des organismes qui sont sur ville, avec une page conseil qu'on essaie d'alimenter. On ne voulait pas voir la santé sur le côté négatif, interdit de fumer, interdit aussi, donc on a voulu faire sur l'équilibre. La notion de santé, ce qu'elle évoque pour vous, juste aussi pour, comment dirais-je, réfléchir à quelle légitimité un informateur jeunesse peut avoir pour travailler sur ces questions de santé. Du coup, bien-être physique, bien-être psychique, je dirais oui, et après, quoi d'autre? Est-ce que c'est des problèmes qui sont que psychosociales? Les trois. Concrètement, dès lors qu'on parle de problèmes de santé ou de santé en général, on affronte deux faits. Ces trois sphères, l'aspect physique, l'aspect psychique et l'aspect social. Ce qui veut dire que vous, en tant que biche, effectivement, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychologue, mais concrètement, vous êtes au contact du jeune. Et que là, vous avez toute la légitimité possible et imaginable pour être un premier écoutant. En même temps, il est tout petit, nous, on ne pourrait pas faire un coin avec des fauteuils. Sans doute. Après, l'idée, c'est de se dire comme l'information, ils ont déjà accès par ailleurs, qu'est-ce qu'ils pourraient venir chercher chez vous, dont ils pourraient avoir besoin. Et c'est là où peut-être des outils de prévention serait plus intéressant que juste de la doc. Alors quand je dis outils de prévention, c'est des préservatifs, des bouchons auriculaires, des alcotests, etc., etc. Ne serait-ce que pour, donner de la lisibilité sur le fait que le bige ou le pige, ça peut être aussi un lieu pour parler de santé. Du coup maintenant, si jamais j'ai un jeune qui vient vers moi, je sais où le rediriger, quoi lui dire. Je fais partie de la DIGE, du coup je ne peux pas être conseillère santé pour lui, mais je peux le rediriger, mais je peux déjà l'écouter et voir s'il a vraiment besoin. Ouais. Les préidées, les préconçus sur la pratique des jeunes. Et alors ça, moi perso, il n'y a rien de tel pour m'horripiler quoi. Voilà, du fait qu'on a une vision comme ça, il va falloir qu'on oriente comme ça. Pour passionner non plus par rapport à ça. En même temps, j'ai bien conscience qu'il faut accompagner les jeunes sur cette identité numérique, mais pour moi, c'est tellement transversal dans tout l'accompagnement qu'on leur propose. Et c'est tellement pas la première chose qui nous manque que du coup, voilà, je suis vraiment pas à l'aise avec la notion de PM. Au niveau des postes informatiques, on a investi sur un ordinateur qui permet aux jeunes, quand on les accompagne sur leur projet, un équipement vidéo, une grosse bécane où ils peuvent faire du montage de films, etc. Et donc on a accompagné plusieurs jeunes sur notre territoire et on est vraiment identifiés pour accompagner les jeunes dans ce montage informatique, vidéo, etc. Donc on a eu un premier temps d'échange assez généraliste sur est-ce qu'un EPN est légitime au sein d'un BIGE, donc un temps d'échange de pratique. Et puis on a ensuite travaillé en sous-groupe sur quels sont les atouts et les freins des BIGE pour le développement des EPN, et on devait identifier 3 besoins immédiats pour le développement, la mise en place des EPN au sein de nos BIGE-PIGE. J'espère aussi que tout ce qui ressort remontera au niveau du CRIGE pour être à l'écoute de nos problématiques de territoire et mieux répondre à nos attentes aussi. Pour commencer l'atelier, on voulait partir un peu de vos impressions à vous et de vos besoins pour qu'on puisse adapter le discours après. Et pour ça, rapidement, je vous propose d'identifier ce qui marche bien dans la communication de vos actions, de votre structure, de vos projets, et ce qui marche moins bien. Contact, support visuel. Donc la communication en ligne, mais aussi la proximité avec les gens
et pour certains d'entre vous, mais c'est plus minoritaire, les outils visuels. Vous dites le bouche à oreille et puis Facebook pratiquement mis en équivalent au point de vue du succès. En fait, Facebook, c'est la forme moderne du bouche à oreille. Enfin, je veux dire que on est bien sur un numérique qui est le numérique du lien direct, en fait. L'anticipation était annoncée comme un levier efficace. Donc là, on a l'inverse, ne rien faire à la dernière minute. Donc ça a l'air d'être important. Pour bien communiquer, il faut anticiper. Alors sur Grenoble, nous on avait développé une page Facebook que sur l'action de job d'été, qu'on a fait évoluer pour que ça fonctionne toute l'année. On met des annonces tous les jours dessus, soit du réseau, soit de Pôle emploi. Et les jeunes nous posent des questions et s'échangent aussi des informations en direct. Donc ils nous font des messages privés. Et il y a du public qui vient après dans la structure parce qu'ils nous ont connus sous la bannière Job à Grenoble. Les temps forts liés à la communication ont été surtout les débats concernant le relationnel entre les services jeunesse et les décisionnaires, soit les directeurs de la communication ou les élus, puisqu'on est sur des modes de communication, d'information différents. Le fait de pouvoir échanger, d'avoir quelques cas concrets, permet à chacun de se remémorer d'autres cas et de prendre exemple sur d'autres et de faire évoluer notre pratique. Alors on a parti aussi de deux constats, c'est qu'on produit de plus en plus de données. Quand on se balade avec son portable, on produit des données, mais aussi dans les criges, on produit plein de données, plein de choses, des statistiques, des choses comme ça. Et on a essayé de croiser ça, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et on s'est aperçu qu'il y en a qui mettent le sexe, pas d'autres, il y en a qui mettent la destination, pas d'autres, il y en a qui mettent la date, pas d'autres. Ce qui serait bien pour pouvoir faire quelque chose ensemble, c'est que tout le monde mette le sexe, que tout le monde mette la destination, et comme ça qu'on essaie de mettre 3 ou 5 données communes pour pouvoir en faire quelque chose. Donc ça, c'est aussi une partie de l'Infolab, enfin, c'est comme ça que je l'ai digéré en tout cas, c'est de pouvoir dire, si vous voulez qu'on en fasse quelque chose, essayons de se mettre d'accord sur certains champs. Ici, vous avez un exemple des quantités d'informations qui sont produites par an. La grosse boule violette, ce sont les emails. Et le seul truc que vous devez retenir, c'est que parmi les boules de grosseur moyenne, ce sont des bases de données. Aujourd'hui, parmi les plus gros producteurs de données mondiaux, il y a des bases de données. C'est les grandes quantités de données qui vont nous permettre de dégager des occurrences ou des pertinences statistiques qui vont nous permettre d'étudier des phénomènes et de prendre des décisions. Aujourd'hui, pour mesurer un phénomène, avant il y avait généralement une donnée qui disait quelque chose sur un phénomène. Aujourd'hui, quand vous voulez mesurer un phénomène, il y a 20 façons de mesurer un phénomène. Je prends cet exemple souvent du nombre de personnes qui existent sur les Champs-Élysées. Comment on fait pour mesurer ça? On peut le mesurer en comptant les gens, on peut le mesurer en regardant les transactions bancaires qui sont effectuées dans les magasins, on peut les mesurer par les tweets. Donc ça, c'est les tweets. Ça, c'est les tweets à Paris, avec en bleu les tweets des résidents, des Parisiens, et en rouge les tweets des touristes. Donc, ce concept d'Infolab, on l'a pensé au départ avec 3 valeurs qui sont ouverts, accessible et continu. Ouvert à tous, plus grand monde. Accessible, on n'est pas obligé d'avoir fait Bac+5 pour comprendre ce qui s'y passe et pour venir et participer. Et continu, donc pas faire ça seulement juste pendant un hackathon, mais le dérouler un peu dans le temps. Par table, vous allez prendre 10 minutes, vous regardez les documents et vous essayez de voir si on peut extraire une question. Ok? Dans 10 minutes, on s'arrête,
on se cale ensemble et on fait une infographie. Nous aussi, on a des choses. Vous avez des choses sur la professionnalisation. Centre de loisirs. Ouais, mais là, on est sur le scolaire. Quelque part, un réseau. J'ai démontré les conditions de la part de CDI, qui présente normalement ce qu'il appelle la stabilité. Attends, c'est ça. Ah non, bah non, après, tu diplômes. Cuillère égale diplôme. Cuillère égale diplôme. Alors, vous avez sur les post-it, parce que vous ne devez pas voir de loin, il y a les âges. Donc on a 25-29 qui est là, on a moins de 25 qui est là, 30-39, 40-49 et plus de 50. Mais c'est vrai que dans la part de ceux qui sont embauchés, c'est plutôt des gens entre 30 et 39 ans diplômés, qui sont en emploi. Donc en fait, c'est la proportion représentée physiquement par la taille de ces objets. Enfin, c'est la répartition, on va dire, des personnes, type de diplôme des personnes qui travaillent dans l'animation. Les animateurs qui sont dans l'animation périscolaire représentent la majeure partie. Ensuite, les membres d'association, c'est une vingtaine de pourcents. Le quart, ça représente les bénévoles. Ça, ce sont les enseignants. Ils sont une petite partie. Et ensuite, le petit point d'interrogation, c'est les emplois d'avenir. Et de se dire que, par exemple, on a un certain nombre de demandes qui émanent de différentes sources, par email, physique, par téléphone, et qu'au final, on a sur, je sais pas, 300 demandes, que 40 bourses Erasmus, 2 bourses Explora, une bourse Eurodyssée. Et puis donc ça peut être intéressant pour voir le flux de la demande par rapport aux réponses qui peuvent être apportées au départ. Et puis ça peut aussi, nous, en tant qu'informateurs jeunesse et animateurs qui allons répondre à la demande, nous questionner sur le type de demande et comment on y répond et quels services on met en place pour y répondre. Donc on est parti sur 4 cartes. On n'avait pas toutes les données, mais l'idée c'était d'avoir pas forcément une carte proportionnelle, mais par exemple un pays pour lequel il y aurait beaucoup de demandes, voilà, qui serait très populaire, qui serait en plus grand, et puis un pour lequel il y aurait moins de demandes, qui serait en plus petit. Donc on est parti un petit peu dans le cadre de la démarche de projet. Déjà de la consommation collaborative, un petit peu qu'est-ce que c'est, entre le partage de biens, de services, par exemple sur l'augmentation du covoiturage, il faudrait peut-être faire un état des lieux, est-ce qu'il y a plus de covoitureurs, est-ce qu'il y a le nombre de sites qui sont utilisés. Nous on s'est interrogé, est-ce qu'être en CDI, ça veut dire qu'on a vraiment une stabilité professionnelle? Voilà, et on constatait qu'à Cérésin, par exemple, sur les 6 animateurs qui avaient été embauchés, il y avait 3 BPGEPS, donc quand même avec un niveau de diplôme assez élevé, un ETAPS et 2 BAFA.